Regardez ça. Can you name any country on this map? Is it South Africa? Nope. We have the country of Asia. Africa? Nope. Est-ce qu'on devient de plus en plus débile? Cette question me fascine. Pour la France, Selon le titre français d'un film d'Alfred Hitchcock, qu'est-ce qui était presque parfait? Dîner? Quel musicien a composé le célèbre Boléro de Ravel? Passe. Ravel! mais même au niveau mondial. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He died like a dog, a beautiful dog. En 2006, le film Idiocratie sort au cinéma. Le pitch, dans le futur, l'humanité devient plus débile parce que les gens intelligents font moins d'enfants. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont convaincus que la réalité a dépassé la fiction. On entend notamment les profs dire chaque année « le niveau baisse, les programmes sont encore simplifiés ». Alors est-ce qu'ils ont raison ? Ou est-ce que c'est juste une impression? Le sujet est très tabou. Our World and Data, un site de référence sur les statistiques au niveau mondial, a tout simplement supprimé sa page avec tous les graphiques sur l'évolution du QI. Sujet sensible, sujet controversé, mais sujet qui me paraît essentiel. Et comme à chaque fois, j'ai aussi enquêté avec les meilleurs articles scientifiques du domaine. Et pour cette vidéo, je suis même allé retrouver les fameuses archives supprimées. Ma promesse, on va voir les 9 choses à savoir absolument sur l'évolution de notre intelligence pour comprendre toutes les causes. Générique. On est en 1984. James Flynn, chercheur néo-zélandais, reçoit un gros paquet venu des Pays-Bas. Dedans, les résultats de tests de QI, une génération de jeunes pendant les années 50 et une autre de jeunes pendant les années 80. Flynn compare et découvre que les jeunes des années 80 obtiennent de bien meilleurs résultats. Alors il peut y avoir plein de raisons, ça peut être une erreur, une coïncidence ou juste qu'il n'y a pas assez d'élèves qui sont analysés, voilà un biais statistique. Et donc pour vérifier, il récupère les données de plus de 20 pays sur plusieurs décennies. Résultat, partout, les scores montent et de manière assez régulière. Donc si on démarre en mettant le QI moyen à 100 pour une population, en moyenne tous les 10 ans, le QI augmente d'environ 3 points. C'est loin d'être négligeable et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Flynn. Et depuis ces travaux, d'autres chercheurs ont continué ces recherches. Ils ont compilé un siècle de données complètes sur tous les continents en couvrant de 1909 jusqu'à 2013. Les résultats confirment l'effet Flynn et sont spectaculaires. Donc par exemple, en Amérique, ils ont gagné un peu plus de 30 points en 100 ans. Ça correspond bien à environ 3 points tous les 10 ans. Les évolutions dans tous les continents sont assez linéaires, c'est à peu près la même courbe, et en Asie, c'est même encore un peu plus rapide, notamment au Japon et en Corée du Sud. On a donc une conclusion incroyable et peut-être même contre-intuitive, vu ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Pendant 100 ans, le QI moyen de l'humanité a augmenté partout. Il faut juste savoir que les tests de QI sont toujours recalibrés pour que la moyenne du moment pour une population donnée soit de 100 points. Mais ça veut dire que si vous passez un test de QI des années 1920, vous allez voir votre score exploser en gagnant à peu près 30 points en plus. Mais déjà, 2 remarques. Déjà, on voit que les études s'arrêtent à peu près aux années 2013. Donc ça, on va analyser plus tard. Et deuxième chose, vous le dites peut-être, moi, quand j'ai vu ces graphiques, je me suis dit, mais est-ce que le QI, ça mesure vraiment l'intelligence? Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est hyper bon en maths, mais complètement nul en relations humaines, et inversement, plein de gens qui s'adaptent parfaitement en société, mais qui sont parfois incapables de faire un raisonnement logique simple. Et les scientifiques y ont pensé justement. Et donc, dans cette même méta-analyse, on regarde plusieurs types d'intelligence. Donc en plus de l'évolution mondiale du QI global, ils ont aussi analysé l'évolution de l'intelligence fluide, donc plutôt associée au raisonnement logique, à l'intelligence spatiale liée à l'orientation, et enfin l'intelligence cristallisée, plutôt associée aux connaissances comme le niveau de vocabulaire. Celle-ci augmente, mais un petit peu moins que les autres. Et pareil dans cette étude par différents chercheurs. Ici on a le QI global, mais aussi la logique pure, les concepts, donc trouver ce qui relie des idées, le côté pratique, donc la manipulation, l'organisation, la résolution rapide d'exercices, le bon sens, et enfin la prise en compte d'informations et le vocabulaire. Et encore une fois, le vocabulaire évolue, oui, mais un peu moins vite. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Donc le message important, c'est oui, l'intelligence, c'est pas que le QI. Oui, il y a plein d'autres compétences qui importent dans la vie, mais tous les types d'intelligence qu'on sait mesurer ont augmenté pendant un siècle. Donc les scientifiques ont bien pensé à tous ces problèmes, ils ont fait le meilleur boulot
possible. Alors si ça a augmenté, pourquoi on a l'impression que le QI baisse? Peut-être qu'on a un biais d'idéalisation du passé, donc on compare souvent le pire d'aujourd'hui au meilleur d'hier. Mais on pourrait très bien faire les mêmes montages que j'ai fait en intro, mais en inversé cette fois. Si je vous parle par exemple de l'État de Virginie. Alors là, je peux pas vous parler de l'état Virginie. Je sais pas ce qu'elle est. Je sais pas si c'est une femme qui est bien portante, si c'est une femme enceinte. Je ne sais pas. Qui ça? Virginie. Peut-être qu'avec ces extraits, on regarde aussi uniquement le vocabulaire, et on voit que c'est ça qui a le moins augmenté. Et enfin, peut-être qu'il y a eu un grand changement, un tournant à partir des années 2010, et ça on le regarde plus tard. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi le QI a augmenté. Pour le comprendre, il faut juste se rappeler deux choses essentielles. Déjà, numéro 1, la définition de l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Donc c'est pas exactement les connaissances. On connaît tous quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui s'adapte pas très facilement. Et les connaissances peuvent aider dans certains domaines, mais l'intelligence, c'est vraiment la capacité de s'adapter à un problème nouveau. Et deuxième chose, le QI n'est pas un score complètement figé. Même si le cerveau n'est pas officiellement un muscle, il est quand même assez plastique. On peut le travailler et l'intelligence peut énormément varier avec l'environnement. Démonstration avec les 4 grandes causes qui sont identifiées. Le premier moteur de l'évolution du QI, c'est l'éducation. C'est le moteur le mieux identifié. Il y a plus d'enfants qui apprennent, les enfants apprennent plus tôt et ils manipulent davantage d'idées. En 1900, on avait seulement 31% des garçons et 23% des filles qui avaient accès à l'école primaire. En 2023, c'est à peu près 90%. Idem, si on regarde le pourcentage de gens qui savent lire et écrire, ça a complètement explosé dans plein de pays au milieu du XXe siècle. Et le langage est fondamental comme base pour apprendre d'autres choses, et d'ailleurs George Orwell l'avait très bien compris. Deuxième grande cause, j'avoue que j'y avais absolument pas pensé, la nutrition. Le pourcentage de retards mentaux à cause de sous-nutrition ou malnutrition a grandement diminué dans tous les pays. Et de manière plus globale, on peut parler de santé. Les carences ont un impact assez énorme sur le développement cognitif, surtout d'un enfant, et heureusement, le nombre de carences par personne a grandement diminué. Et de manière générale, la santé globale humaine a aussi bien augmenté, notamment avec l'arrivée de plein de vaccins. Troisième cause identifiée par les scientifiques, un monde qui est devenu de plus en plus complexe. On travaille de plus en plus avec des machines, des écrans, des interfaces, les métiers sont de plus en plus techniques et on a accès à de plus en plus d'informations. On a donc développer une meilleure capacité à nous adapter. Et donc ça, c'est vraiment la définition de l'intelligence. Ce nouvel environnement nous entraîne à nous adapter au quotidien. Et enfin, dernière grande cause, celle-là, je n'y avais pas du tout pensé, et j'avoue que je l'aime beaucoup, c'est l'effet de multiplication sociale. C'est-à-dire que quand tout le monde autour de vous s'adapte mieux, raisonne mieux, de manière générale, quand tout le monde est plus intelligent, vous vous adaptez aussi, et l'intelligence globale augmente. C'est un effet d'auto-renforcement. Donc éducation, nutrition et santé, complexité du quotidien et auto-renforcement. Quand je vous avais dit que le QI n'est pas figé pour toujours, on voit à quel point l'environnement a un gros impact. Mais ça, c'est pour l'évolution historique. Parlons maintenant de ce qui se passe de manière beaucoup plus récente. Depuis le 21e siècle, dans quelques pays, la courbe ralentit, stagne et parfois même baisse un petit peu. Les pays dans lesquels on a les données les plus fiables sont les pays nordiques, Norvège, Danemark, Finlande, Pays-Bas, avec des tests standardisés sur des élèves du même âge, même protocole sur des décennies. Et si on avait aussi cette montée comme au niveau mondial jusqu'aux années 90 avec à peu près plus 3 points par décennie, depuis 20 à 30 ans, ça a stagné, voire baissé d'environ 0,5 points. Donc c'est pas un effondrement, mais il y a un signal quand même assez clair que cet effet Flynn s'essouffle, voire s'inverse. Ça se confirme aussi aux États-Unis dans cette étude toute récente de 2023 sur les jeunes générations. Ils ont regardé l'évolution du score de QI entre 2006 et 2018 avec une base à 0 pour les scores de 2006. Quel que soit le niveau d'éducation, le QI a baissé en 2018 par rapport à 2006. Et chose intéressante, ça se vérifie aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors remarque importante, ce phénomène il est surtout pour les pays développés, puisque dans d'autres pays, le QI continue d'augmenter de manière toujours assez linéaire. Donc les deux questions qu'on a, c'est pourquoi le QI baisse et pourquoi dans ces pays-là. Les scientifiques veulent enlever de notre tête deux explications auxquelles on pourrait penser. La première, c'est l'hypothèse d'idiocratie, c'est parce que les gens intelligents feraient moins d'enfants. Alors c'est une idée qu'on retient, mais l'explication ne tient pas. Parce que le QI moyen a augmenté pendant tout le XXe siècle, et donc si c'était la cause principale, l'effet Flynn n'aurait jamais dû vraiment exister. Et deuxième raison, un argument encore plus solide, les baisses récentes sont beaucoup trop rapides pour être génétiques. Puisque les variations génétiques dans une population, c'est lent, c'est sur plusieurs générations, et là on voit une stabilisation, voire une petite baisse du QI sur des échelles de 5 à 10 ans. Beaucoup trop rapide. On a d'ailleurs cette étude de 2018
qui indique que les variations associées au QI ne sont pas expliquées par des variations génétiques, mais plutôt environnementales. Et il y a une deuxième explication qu'on entend parfois, ce serait qu'il y a une baisse de QI à cause de l'immigration. Sauf que là encore, les scientifiques expliquent que ça ne tient pas du tout. Déjà parce que les baisses de QI les plus nettes ont été observées dans des pays comme la Norvège ou la Finlande, qui ne sont pas du tout les pays avec les niveaux d'immigration les plus élevés quand on compare au reste de l'Europe occidentale par exemple. Donc déjà ça colle mal. Mais ensuite, et le plus important, quand les chercheurs comparent les résultats à l'intérieur de mêmes familles pendant des générations, on observe les mêmes hausses et les mêmes baisses que la moyenne du pays. Autrement dit, l'effet Flynn et puis son ralentissement ne change absolument pas que l'on regarde avec ou sans immigration. Donc les scientifiques cherchent d'autres explications. Celle à laquelle on pense ensuite, et qui revient très souvent, c'est le smartphone, le multitâche, TikTok, les réseaux sociaux, etc. Alors cette hypothèse, c'est pas la raison principale, mais elle est quand même beaucoup plus proche de la vérité. On avait vu d'ailleurs dans ma vidéo 10 mythes sur la mémoire l'effet de Google sur notre cerveau, avec une étude qui montrait que comme on savait qu'on pouvait retrouver certaines informations très facilement sur Internet, on mettait moins d'énergie à retenir les informations de nous-mêmes. Et d'ailleurs, on entend de plus en plus l'expression « second brain » pour utiliser son téléphone ou ChatGPT comme un deuxième cerveau. C'est à peu près ça la conclusion de l'étude. Ensuite, pour une partie de la population, on a toutes les conséquences dues à l'addiction et à la surutilisation des écrans. Je cite ce papier de 2022. Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité de difficultés cognitives graves est 28% plus élevée pour les adolescents ayant un comportement d'utilisation excessive des écrans par rapport à ceux n'ayant pas ce comportement. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on avait montré que c'était pas juste une corrélation, mais qu'il y avait bien une relation de cause à effet. Donc les écrans ne sont pas en soi un problème, ça dépend bien sûr de l'utilisation qu'on en fait, mais ça peut s'avérer être un problème, notamment pour nos capacités d'adaptation, pour le QI. Et dernière chose à retenir, ce n'est pas du tout la seule explication de cet effet Flynn inversé. Quand on regarde les études, les chercheurs retiennent plutôt 3 causes principales. La première chose, c'est qu'on a atteint un plateau dans les pays très développés, parce que pendant tout le XXe siècle, les conditions de vie se sont améliorées à un rythme spectaculaire, éducation, santé, etc. Mais une fois qu'un pays est arrivé à un certain stade de développement, les progrès sont forcément plus lents. Donc il y a moins de marge de progression, et c'est exactement ce qu'on observe dans les études aux États-Unis et dans pas mal de pays nordiques. Deuxième chose, et peut-être la partie la plus sous-estimée, il faut justement qu'on revienne sur ce concept de santé. Parce que les neurosciences montrent que ce sont vraiment les premières années qui sont vraiment déterminantes pour le développement cognitif, mais il y a de plus en plus de polluants, notamment les PFAS, polluants éternels, les perturbateurs endocriniens, la pollution de l'air augmente aussi, avec les particules fines. Toujours au niveau de la santé, on remarque aussi une augmentation de l'obésité infantile, notamment aux États-Unis. Donc tous ces effets de santé et de pollution peuvent expliquer qu'on voit une courbe qui commence à stagner, voire à baisser. Et une dernière hypothèse des scientifiques, celle-ci est un peu moins sûre, c'est qu'après ce boom du progrès technique, le monde deviendrait de plus en plus confortable, en tout cas dans ces pays concernés. Donc on pense par exemple à la navigation assistée par GPS au lieu d'une carte. Plutôt que de se faire à manger, on commande par Uber Eats ou autre. Plutôt que d'aller faire les courses, on se les fait livrer, on a les colis Amazon, etc. Les interfaces des moteurs de recherche sont aussi très simplifiées, les assistants intelligents idem. Donc on aurait cette fois-ci un environnement qui s'adapte à nous, plutôt que ce soit à nous de nous adapter à cet environnement. Donc c'est une idée qui est très intéressante, même si, il faut le signaler encore une fois, elle est un petit peu moins fiable que les deux autres effets qui sont l'effet de plateau et la santé. Mais maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire au niveau déjà individuel. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que on voit que la plupart des changements sont environnementaux. Donc ça veut dire que ce sont des changements qui sont assez réversibles. Les conseils sont vraiment tout bêtes, mais je n'ai eu dans toute mon éducation quasiment aucun professeur qui m'a dit les choses suivantes. Juste bouger un minimum. L'activité physique, ça améliore la vascularisation du cerveau, ça améliore la mémoire, la concentration. C'est une des interventions les mieux documentées. On avait d'ailleurs fait une vidéo 10 minutes sur le sport pour améliorer non pas seulement la cognition, mais il y a plein d'autres bienfaits. L'Organisation mondiale de la santé recommande au minimum 150 minutes d'activité physique par semaine, soit 2h30, et indique qu'il y a 27% des adultes qui ne les atteignent pas, et encore plus grave, 80% des adolescents. Ensuite, au moins aussi important que le sport, il y a aussi le sommeil. On peut essayer aussi de faire des tâches sans assistance, en quelque sorte comme dans le monde d'avant. On
peut choisir de s'exposer à de la difficulté, comme une lecture, des jeux stratégiques, apprendre un instrument, une nouvelle langue, parce que notre capacité d'adaptation progresse énormément dans ces cas-là. Et enfin, on peut utiliser le fameux multiplicateur social de Flynn, et donc s'entourer de personnes qui sont stimulantes, avec des pensées intéressantes, qui sont créatives, qui sont prêtes à débattre. Bref, s'entourer de personnes pour qui le comportement normal, c'est notre comportement souhaité, c'est une des meilleures manières de s'adapter. Et au niveau collectif, on voit que l'amélioration de la santé et justement de certains polluants, que ce soit pollution de l'air, polluants éternels, ça a un impact énorme. Mais il y a aussi un point très important de la réduction des inégalités entre les pays et au sein des pays, puisqu'on a vu que cet effet de plateau n'a été atteint en fait que dans une poignée de pays très développés. Et il y en a plein d'autres pour lesquels l'effet Flynn continue d'augmenter. On pourrait se dire c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on n'a toujours pas atteint des plateaux suffisants, notamment sur la santé, qui est une des bases de tout ce qu'on a vu. Et ensuite, il y a l'éducation au numérique et la prévention des addictions. On a vu que ce point il est important pour tout le monde, mais encore plus pour les très très jeunes enfants. Et en bonus, une petite idée, c'est que toutes ces informations sur l'évolution du QI montrent que c'est vraiment l'environnement qui joue le rôle principal. Et ça, je le vois comme une excellente nouvelle puisqu'on connaît toutes les solutions. Éducation, santé, numérique, baisse de pollution, etc. Et ça, c'est pas du tout pour maximiser un chiffre ou booster notre ego. Au contraire, c'est juste pour préserver quelque chose de plus essentiel, notre capacité à nous adapter à un monde qui change toujours plus vite.